Bonsoir à tous. Merci beaucoup au collectif Fusion pour cette invitation. Effectivement, mon intervention s'intitule « En quoi la vie des autres me concerne-t-elle ?» Le résumé fait état d'une situation en lien avec un travail que j'ai réalisé pendant ma thèse de 2012 à 2017 auprès d'un collectif de migrants ou de personnes dites sans papier, comme on dit. Et je voulais repartir de là pour proposer une réflexion et faire un petit détour autour de la thématique qui est proposée ce soir. Et l'idée, c'était de dire quelques mots quand même sur voilà, ce qui constitue le socle de cette réflexion et essayer d'aller plus loin. Donc voilà, effectivement, j'ai mené un terrain, comme on dit, en recherche, à côté d'un collectif de migrants dits sans papier à Montreuil. Pour présenter très rapidement ce collectif et poser le contexte, je dirais que voilà, il s'agit de 163 hommes qui sont originaires de l'Afrique subsaharienne et qui occupent une usine désaffectée depuis l'hiver de l'année 2011. Je parle d'un collectif parce que ces personnes se revendiquent comme telles, c'est-à-dire comme un ensemble de personnes qui partagent une situation commune les concernant de manière variable, c'est-à-dire en regard de leur capacité, de leur motivation, de leurs aspirations. Ce que je veux dire par là, c'est que l'idée de collectif, ou le vocable migrant qu'on entend souvent, ne doit pas venir gommer le caractère singulier de ce qui fait une personne, c'est-à-dire sa subjectivité, ses émotions, ses projets, son pouvoir d'agir. Ce qui constitue également l'épaisseur et le caractère concret de l'existence de ce collectif, à mon sens, ce sont les formes de recomposition sociale et de solidarité effective dont il se trouve à l'origine. Par recomposition sociale, on peut comprendre ici la mise en place d'un ensemble de microstructures sociales permettant d'organiser la vie quotidienne. Par exemple, la création d'un système de restauration, donc le collectif a mis en place voilà, des espèces de caisses communes pour pouvoir acheter à manger, préparer à manger. Donc c'est logique voilà, de solidarité effective que j'ai trouvé intéressante. Il y a aussi un autre aspect qu'on peut souligner, c'est la création d'une association pour pouvoir faire valoir leur capacité à montrer qu'ils voilà, ils pouvaient se débrouiller par eux-mêmes, développer des idées, développer des initiatives. Et paradoxalement, le fait de s'autogérer favorisait le maintien de leur situation dans cet état. C'est-à-dire que finalement la préfecture, la collectivité locale se disait bon mais vous vous débrouillez pas si mal et vous faites des preuves, vous montrez la preuve que vous ne débrouillez pas trop mal. Et donc ça n'impulsait pas véritablement la possibilité du changement. Et donc depuis ce contexte de recherche, deux choses m'ont interpellé et celle-ci constitue le socle de cette réflexion et qui vient voilà, motiver l'intitulé de mon intervention. Donc en quoi la vie des autres me concerne-t-elle? Évidemment, vous entendrez par là une interpellation à ce que on ne reste pas simplement sur une présentation de ce qui se passe dans ce collectif. C'est très intéressant, mais je ne voulais pas me limiter à ça, mais de dire qu'est-ce que finalement ce qui se passe dans ce collectif, ou en tout cas les grandes lignes, peuvent nous interpeller et nous ramener aussi à nous et à une réflexion plus large. Si je suis rigoureusement le fil de mon idée, je dirais que la première chose qui m'a interpellé, et peut-être devrais-je dire secoué, ce sont les régimes d'invivabilité dont ces personnes font l'épreuve au quotidien. Par la notion de régime d'invivabilité, je fais ici référence à Judith Butler, il faut comprendre l'ensemble des réalités et des pratiques qui s'opposent à la viabilité d'une vie humaine et se posent comme sa négation. Autrement dit, il est ici question de ce qui empêche une personne de mener sa vie et qui la contraint à la subir. Il existe, en quelque sorte, et c'est là l'idée sous-jacente, une tension différentielle, nous dit Butler, entre la vie qu'on pourrait mener et la vie que je suis amené à vivre. Donc d'un côté, il y a un sujet qui est en capacité de prendre des décisions, d'agir, d'avoir un effet sur son existence à travers son action. Et puis, il y a celui qui peut subir ou subir beaucoup trop et donc qui n'arrive pas à mener forcément ce qu'il veut mener. Avec cette tension différentielle se pose le problème philosophique et concret de la dignité, de la vie digne.
Problème philosophique que Judith Butler met au travail en demandant qu'est-ce qu'une vie bonne. S'il n'est pas facile de donner une définition positive de la dignité, c'est-à-dire de définir ce qu'elle est en tant que telle, l'on peut sans doute appréhender ce qu'elle n'est pas, disait la professeure Martine Janer-Raimondi, une spécialiste des questions d'éthique à l'occasion d'une récente conférence. Les régimes d'invivabilité frappent durement la subjectivité des personnes et viennent mettre à mal la possibilité même de la dignité. C'est-à-dire qu'on est affligé, on est affecté, on est touché par des difficultés auxquelles on fait rencontre dans son existence. Et ça, fatalement, ça va venir nous limiter dans nos capacités à nous projeter. Pour le dire clairement, je parle ici de l'épreuve de la pauvreté, de la racisation, de la disqualification, de l'invisibilisation et des vulnérabilités qui accompagnent ces mécanismes sociaux. Ces vulnérabilités, vous les connaissez. Quelles sont-elles? L'impossibilité d'accéder à un logement désirable et en ce sens à un logement digne. L'impossibilité d'accéder à un emploi tenant compte de vos capacités et de vos aspirations, et pour lequel vous êtes rémunéré convenablement. Je fais allusion ici à l'exploitation par le travail qui frappe une grande majorité des personnes en situation dite irrégulière. Mais pas que. L'on peut aussi parler de la dépossession de la parole, c'est-à-dire de l'impossibilité d'avoir une voix qui porte et qui compte dans le champ politique. Cette reconnaissance dans le champ politique constitue une dimension importante de la dignité, c'est-à-dire je peux participer à la vie de la cité. Cette possibilité, quand on est sans titre de séjour, on en est dépossédé. Mais, comme je le disais juste avant, on peut aussi être un citoyen et se sentir dépossédé de cette parole. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des gens qui parlent de vous, pour vous, au sujet de vous, sans jamais vous laisser la possibilité, à votre tour, de prendre la parole. Pour échapper à ces régimes d'invivabilité, il faut que les structures sociales reconnaissent votre présence. On peut ici entendre l'idée de structure sociale à la manière du philosophe Axel Honneth, c'est-à-dire comme l'expression d'un collectif. Bien évidemment, reconnaître une présence n'est pas suffisant. Il faut aussi entendre l'idée de structure collective comme la manifestation d'une responsabilité collective, c'est-à-dire comme la manifestation d'un souci, d'une attention à l'autre, qui se questionne sur l'état et les conditions même de possibilité d'une présence au monde. C'est-à-dire, se poser la question, mais finalement, cette personne-là, comment elle vit? De quelles ressources elle dispose? Est-ce qu'elle peut atteindre les objectifs qui sont les siens? Et se pose là, de cette manière, la question de l'efficacité. C'est-à-dire, quand on vit, on entreprend des choses. On fait œuvre de sa vie. On ne vit pas juste pour attendre que le temps passe. On déploie un projet. Et est-ce qu'on peut atteindre ce projet? Est-ce qu'on dispose de ces moyens? Et donc se pose la question effectivement de l'efficacité, mais aussi de la dignité de ces possibilités d'existence. Nous retrouvons donc là l'idée d'une tension différentielle, d'un écart entre la vie que je pourrais mener et la vie que je suis amené à vivre. Bien évidemment, nous touchons ici la question des inégalités et de la viabilité d'une vie humaine en tant qu'il s'agit d'une vie qui compte, d'une vie qui est reconnue, d'une vie qui mérite d'être soutenue, pose comme préalable Judith Butler dans sa réflexion. Et la question effectivement de la dignité de la vie humaine s'inscrit de manière effective dans les ressorts qui permettent à cette vie elle-même de subsister, de pouvoir advenir, de pouvoir se penser, s'inventer, se réinventer. Pour être tout à fait précis dans mon propos et ne pas apparaître comme naïf, il convient de préciser aussi que les structures sociales relèvent aussi d'une logique de biopolitique, comme pouvoir qui organise nos vies et qui relève d'une gestion gouvernementale et non de la population, qui vont avoir des incidences, qui vont avoir des conséquences sur l'organisation même pratique de la vie des personnes. L'autre point que je souhaiterais aborder par rapport à ce contexte d'enquête, et en lien avec la question que je propose de mettre au travail durant ces quelques minutes, en quoi la vie des autres me concerne-t-elle? Mon autre point d'entrée sera cette fois la notion de temporalité. Alors pour être tout à fait précis, je me réfère ici au phénomène de temporalité biographique, que j'emprunte à Christine Delory-Montberger, c'est-à-dire comme mode d'interprétation du temps vis-à-vis de son histoire personnelle, mais aussi en lien avec son époque, son environnement, ses cadres culturels et sociaux. C'est-à-dire la subjectivation de notre existence dans ses rapports temporels et à travers les situations. Il est ici question de l'expérience humaine du temps dont les significations ne proviennent pas que de l'intériorité d'une personne, mais aussi de son monde environnant. Ce qui m'interpelle concernant la situation du collectif dont je vous parle s'articule autour d'un constat
à partir duquel je voudrais encore approfondir notre réflexion. Les membres de ce collectif se trouvent dans des conditions de vie dégradées, on l'a vu, depuis plus de 10 ans. La préfecture ne saurait l'ignorer. L'association avec laquelle ils se représentent eux-mêmes est parfaitement connue de cette institution. La ville et les habitants le savent. Et tout se passe comme si cette situation était en quelque sorte devenue normale. Je ne veux pas dire que plus personne ne s'en offusque, on s'en fout, et les justifications que l'on peut entendre, oui, ils n'ont pas de papier, etc., signalent davantage l'existence d'un régime politique d'exception, duquel résultent des processus d'exclusion de la vie sociale, que d'une volonté, même discrète, de prendre en compte la présence de l'autre en lui faisant signifier que sa vie compte et que celle-ci mérite d'être soutenue. Je voudrais ici poursuivre en insistant sur la question de la normalité, qui fait écho à la notion de norme sociale, c'est-à-dire aux règles perçues et informelles qui règlent les usages et les comportements entre les personnes qui vivent au sein d'une même communauté. Si les membres du collectif ne sont pas expulsés, comme je vous l'ai dit, ça fait 11 ans qu'ils sont en France, on peut ici légitimement faire l'hypothèse qu'ils font en quelque sorte partie de la communauté de destin à laquelle nous participons. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Quelle signification pouvons-nous retirer de cette situation? Quand on réexamine les différents domaines de l'intégration normative, qui touchent la question du privé, du professionnel, du politique, lesquels sont tenus à l'écart les membres du collectif, il convient de s'interroger, me semble-t-il, sur l'ordre social et politique que cette situation vient mettre en lumière. Autrement dit, si notre société permet que cela advienne, qu'est-ce que ça signifie d'une manière plus large? Donc là, il nous faut se demander si ces régimes d'invivabilité et les souffrances qui les accompagnent ne constitueraient pas, dans le fond, une nouvelle figure de la normalité. Je m'explique. Quand ces réalités sont présentes, au-delà des migrants, et participent de la construction d'une nouvelle figure de la normalité. Autrement dit, si cela peut advenir, et se maintient, c'est que peut-être cela est toléré comme tel. Plus largement, on peut se poser la question, finalement, cette normalité ne touche-t-elle pas toutes les populations vulnérables, socialement parlant? C'est-à-dire qu'au-delà du collectif pour lequel on peut dire, ben voilà, oui, mais ces personnes-là n'ont pas de papier. Mais si on regarde bien les régimes d'invivabilité dont elles font les preuves, est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes qui, elles, sont des citoyens, dans l'espace social et politique, qui sont touchées par ces régimes d'invivabilité? Et c'est là que se pose la question, finalement, est-ce que nous n'avons pas là l'émergence d'une nouvelle figure de la normalité, c'est-à-dire des modes de vie qui finalement se définissent en creux. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire, vous ne pouvez pas accéder, mais cela est normal. Si l'on se questionne sur une définition positive de la dignité, et que l'on en recherche les formes de manifestation effectives dans nos vies ordinaires, et que l'on procède à rebours, c'est-à-dire en commençant par énoncer ce qui ne relève pas de la dignité dans nos vies, ne prendrions-nous pas ouvertement le risque de nous dire que nos désillusions, nos déceptions, nos humiliations font partie de la vie, et que tout ceci est en quelque sorte la vie, et en ce sens que tout ça est normal. Si ce risque est immense, il nous faut alors revenir à la proposition de Butler pour qui la viabilité d'une vie humaine devient effective quand il s'agit d'une vie qui compte, d'une vie qui est reconnue, d'une vie qui mérite d'être soutenue. Et donc, effectivement, se pose la question là du rôle du collectif, du rôle des solidarités, pour pouvoir mener la vie que l'on voudrait mener et non pas subir la vie. On peut s'interroger en toute humilité, là encore, sur la tension différentielle qui existe donc entre la vie que je pourrais mener et la vie que je suis amené à vivre, et en venir peut-être à poser le problème collectivement. Pourquoi collectivement? Et en ce sens, en quoi la vie des autres me concerne-t-elle? Au-delà des subjectivités, à travers lesquelles se construisent l'individualisme, c'est-à-dire une idée de soi, par soi, dans un contexte culturellement déterminé, c'est-à-dire que cette idée de soi par soi n'est pas totalement neutre, elle est relative à une idée que l'on se fait du soi dans les sociétés capitalistes. Cela se pose nécessairement avec la question de l'existence d'un individu à travers son rapport aux autres, comme souci de l'autre, que je comprends comme mon égal. Indépendamment du fait que je suis en capacité de penser ce que je suis par moi-même, cette possibilité de penser ce que je suis par moi-même s'inscrit toujours dans un rapport à autrui. De ce point de vue, la dignité ne peut exister qu'à travers le souci d'agir en direction d'autrui, avec la volonté d'en voir les manifestations positives et de préserver cette dernière dignité.
Pour conclure, en quoi la vie des autres me concerne-t-elle? Je poserai simplement cet autre questionnement. L'être humain peut-il être digne en demeurant seul, sans se soucier d'autrui, avec ce qu'il en vient à faire société? J'ai juste une petite question toute simple. C'est que ce travail part d'un travail d'un doctorat en sciences de l'éducation, si j'ai bien compris. Donc, où est-ce que vous avez intégré la question justement de l'éducation, enfin les questions soulevées par les enjeux d'éducation dans toute cette réflexion? Mon ancrage de travail, c'est l'anthropologie et la philosophie. Et il y avait deux choses qui m'intéressaient du point de vue de l'anthropophilosophie. C'était qu'est-ce que vivre fait à l'homme depuis les conditions d'existence qui sont les siennes. Et du point de vue des sciences de l'éducation, c'était de me poser la question, mais finalement, si vivre peut faire souffrir, quels sont les points d'attention qu'il sont importants de considérer en tant que processus de formation à travers lequel un individu doit finalement prendre en compte la question de l'autre, du souci de l'autre, et de penser, voilà, comment sa propre position, sa propre posture peut favoriser la possibilité d'une transformation de l'autre et de la société. Et donc c'est cette tension qui m'intéressait, et c'est vraiment, voilà, c'est comment je peux dire ça, dans l'élan de la pensée du travail de Ricoeur, qui posait la problématique dans la métaphore vive l'existence, la parole vive dit l'existence vive. Et c'est cette tension, en fait. Nous vivons et nous sommes inscrits, ancrés dans un pouvoir de bâtir, dans un pouvoir de jouir des situations que nous vivons, que nous éprouvons. Et donc c'était aussi en opposition à, vous savez, cette fameuse formule « je pense donc je suis » de Descartes, qui voudrait dire qu'on a la capacité, on aurait la faculté d'accéder directement à la pensée. Ce qui n'est pas vrai. On passe toujours par un détour. Ce détour, c'est l'épreuve de l'éprouver par le corps. Nous faisons d'abord l'épreuve de nos émotions, nous faisons l'épreuve de notre être au monde, et à partir de là peut se déployer une subjectivité, une réflexivité à partir de laquelle on va dire quelque chose. Et la définition d'être un maître de pensée stricto sensu serait une définition qui correspondrait davantage à l'idée qu'on se fait d'un ange. C'est-à-dire qu'il n'a pas de corps et donc il est pensé. Donc il y avait ce petit débat qui a été très vif chez les philosophes, et voilà, je profite de ça pour le rappeler. Ma question, elle est peut-être un peu naïve, mais je me lance quand même. Dans cet espace, entre guillemets, collectif où la place, où on devient de plus en plus individuel, puisqu'on commande derrière son écran sur Amazon, où on ne va plus dans les magasins, il n'y a plus de lien avec les autres. Donc, où effectivement, l'espace, entre guillemets, collectif, où il y avait un partage humain, qui devient de plus en plus un partage... par la force des choses et par le système économique, puisque tout ça est induit par le système capitaliste, le monde économique qui nous conduit à ça, je m'interroge. Je propose cette réponse. Tout à l'heure, j'utilisais une notion, c'est celle de présence. La présence, ça ne veut pas nécessairement dire la coïncidence physique. Être présent, ça ne veut pas dire être physiquement là. Si on pense à cela, on peut se dire mais le souci de l'autre ne nécessite pas forcément l'interaction immédiate et directe et physique. Elle peut passer justement par ces outils. Je peux envoyer un message, je peux envoyer un mail, et cette question du souci, finalement, ce qui la caractérise, c'est la volonté de dire à l'autre je suis là pour toi, je pense à toi, je suis à ta disposition si tu as besoin de moi. Et on n'a pas forcément besoin de se voir pour ça, et on peut être habité, on peut être accompagné par tout un tas de présences qui ne se manifestent pas là physiquement, mais qui sont là, c'est-à-dire je sais que ma vie compte et que ma vie est soutenue par d'autres, et c'est ça peut-être la manière indirecte, voilà, la proposition que je vous fais comme réponse de manière indirecte, c'est vraiment de se dire ben,
quels sont tous les moyens dont je dispose, si telle est ma volonté, d'être en lien avec les autres, pour pouvoir manifester auprès des autres cet intérêt pour eux. Dans le cadre justement de cette expérience humaine, où pendant un certain temps vous avez vraiment vécu, partagé beaucoup de choses avec ce collectif, puisque vous posez la question de la vie des autres me concerne-t-elle, en quoi elle vous a impacté? Elle appelle à un dévoilement, mais parce que c'est resté pour moi aussi une question. C'est-à-dire, comment moi ça m'a impacté, que ça m'a affecté. Et évidemment, ça m'a affecté. Ça m'a affecté, je dirais, tellement fortement, et tout à l'heure, mon ami Eric le disait, je suis un lecteur d'Heidegger, je suis devenu atone. C'est-à-dire qu'il dit, dans notre présence au monde, on peut retentir. Et ce retentissement m'a rendu atone. C'est-à-dire que je n'avais plus rien à dire. C'est-à-dire, quand vous retrouvez face à des personnes, et vous avez peut-être fait cette expérience, avec qui vous avez finalement fondamentalement tout en commun, c'est-à-dire des gens qui se disent moi j'ai un projet de vie, je voudrais faire ceci, je voudrais faire cela, je voudrais peut-être organiser ça, me marquer, faire telle ou telle chose, vous dites mais tout ça c'est un commun et d'une banalité, mais sauf que tout ceci est totalement impossible à cause de leur statut politique. Et moi ça me laisse sans voix, et ça m'a laissé sans voix pendant toute une partie de ma thèse. Je me disais mais comment c'est possible? Comment c'est possible que cela existe, se produise? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre alternative que cela? C'est-à-dire la négation même de la présence de quelqu'un en tant qu'il peut être un sujet qui a des idées, des désirs, des aspirations, et finalement la négation même de cette souffrance qui est la pire des négations. Et ça m'a beaucoup touché parce que je n'arrivais pas je pouvais expliquer les mécanismes, expliquer en sociologie pourquoi il s'est passé ça, pourquoi ceci, expliquer l'histoire des politiques migratoires. Tout ça, on peut l'expliquer, on peut l'objectiver. Mais ce qu'on n'arrive pas, ou en tout cas moi, ce que je ne parvenais pas à expliquer, c'est pourquoi une telle radicalité est possible, malgré tout. C'est-à-dire, quand on rencontre ces personnes, comment on arrive encore à justifier qu'on les laisse dans cette condition? Comment on arrive à le faire? C'est évidemment qu'en fermant les yeux, en bouchant ses oreilles, etc. Mais fermer les yeux et boucher ses oreilles pour le faire. Et comment on arrive à le faire, ça? Et c'est ça, moi, qui m'a interpellé, qui m'a secoué, et qui demeure pour moi encore, je pense, une interpellation. Parce qu'elle remet en question la commune humanité dans laquelle nous sommes. Une question. Cette radicalité-là n'a-t-elle pas une histoire? C'est l'historien qui l'a noté de moi. Bien sûr, on est inscrit dans des rapports de force et de pouvoir socio-historiques. Il n'y a pas tout à fait de hasard dans le fait qu'on traite certaines populations migrantes d'une certaine manière et d'autres d'une autre. Ça c'est clair. Mais une telle radicalité, pour moi, reste à questionner, parce qu'on pourrait parfaitement se dire, moi je fais l'hypothèse, tout à l'heure on posait la question, quelles seraient les pistes? Pourquoi dire à quelqu'un, tu es là, mais nous ne reconnaissons pas que tu es là? On pourrait parfaitement lui dire, tu es là, mais nous ne pouvons pas véritablement soutenir par une politique spécifique ta présence, mais nous ne t'empêchons pas de te débrouiller. Et c'est ça, pour moi, qui serait déjà une étape un peu différente, c'est-à-dire, tu peux travailler, puisque la valeur travail, c'est ce qu'on défend. Donc tu peux travailler, et si tu fais la preuve que tu peux travailler et que tu as un employeur qui veut bien te recruter, fais la preuve, fais-en la preuve, et puis on en reparle normalement. On serait dans quelque chose de beaucoup plus humain que de dire nous savons que tu es là, nous ne te donnons pas le droit de travailler, et si on ne te donne pas le droit de travailler, c'est que techniquement tu vas te faire exploiter, puisqu'il faut quand même que tu manges, et nous savons que tu vas te faire exploiter, et ça ne nous dérange pas du tout. C'est une altérité pervertie, en fait. Mais je pensais, lorsque
j'ai lu l'article, en fait, évoquer les squats, je pensais aux périphéries urbaines africaines du temps des colonies, en l'occurrence, hein, où les occupants étaient des occupants sans droit, qui pouvaient à tout moment être évacués, et en même temps ils étaient aussi des travailleurs, puisqu'ils remplissaient une fonction comme ça, à la marge de l'emploi et du système colonial. On peut penser aussi, à la limite, aux bidonvilles de l'après-guerre, où en plus de cela, une partie de la population étaient nationaux. Je pense surtout aux Algériens, en l'occurrence, qui pouvaient circuler des deux côtés de la rivière. Bien sûr. Et c'est là pour moi que c'est intéressant, et c'était l'essence de mon propos, c'est que en partant de la situation de ce collectif, on se dit, bah tiens, on parle de gens qui sont à la périphérie des possibilités du commun des vies ordinaires, comme dirait Guillaume Leblanc. Ils sont à la périphérie, mais quand on regarde avec précision les différents domaines d'invivabilité dont ils font épreuve, on peut s'apercevoir qu'il y a des gens qui, a priori, ne sont pas dans la périphérie, mais qui coïncident avec ces descriptions. Et donc, moi, l'hypothèse que je fais, c'est que la périphérie est en train de devenir le centre. C'est-à-dire que la pauvreté est une caractéristique de la norme sociale. Et on est en train de rentrer là-dedans. Alors, la gymnastique n'est pas aisée pour vous de passer du coq à l'âne comme ça. C'est pas aisé pour moi non plus, parce que j'ai été immergé dans la discussion précédente et on va aborder un sujet, un objet un petit peu différent. Comment les cultures vidéoludiques font société. On va aller aussi un peu contre les idées reçues qui voudraient que ce soit un lieu de l'aliénation. Et d'ailleurs, j'ai choisi culture au pluriel pour bien indiquer qu'on a affaire à différentes pratiques, différentes communautés qui fonctionnent autour de l'objet vidéoludique, mais qui témoignent aussi de la diversité des rapports sociaux qui existent dans nos sociétés contemporaines. En France, dans les années 1970, le jeu vidéo est apparu d'abord aux yeux du grand public, comme dans d'autres pays occidentaux, comme un accessoire à la télévision. Puis après, il y a eu la salle d'arcade qui a été associée donc, à cette activité d'adolescent, étroitement liée à l'essor de la société de consommation et de loisirs. Dans les années 1980, nous avons eu également, au niveau de l'éducation nationale, une prise en compte de l'importance stratégique de l'informatique pour la société du futur, et donc on a eu droit, comme moi, quand je suis arrivé en France, à des cours de langage informatique, le BASIC, le Pascal, et les collèges ont été équipés en ordinateur, etc., puisque c'était encore un objet qui était réservé aux foyers qui en avaient les moyens. Et évidemment, le jeu était une entrée privilégiée, à la fois pour apprendre le langage de programmation, parce qu'on faisait un petit programme pour faire un mini-jeu, et aussi pour s'approprier l'objet en tant que tel, apprendre à manipuler un ordinateur. Et puis, il y a eu également les Game & Watch, donc ce système de jeu portatif de Nintendo, qu'on connaît bien aujourd'hui sous une autre forme, celle de la Switch par exemple, ou du téléphone portable qui sert aussi d'appareil mobile. On voit que c'est une histoire ancienne, parce que là, on commence à parler de choses qui ont 50, 40 ans, 50 ans. Par ailleurs, dans les années 1980, on a eu également l'essor d'une presse spécialisée. Alors, il y a beaucoup de titres, enfin, c'est des titres qui ont disparu aujourd'hui, il y en a d'autres qui existent. Et cette presse spécialisée a également contribué à la légitimation de la culture informatique dans la société française, mais aussi a permis de rassembler et de diffuser au sein d'un certain nombre de communautés, à la fois des savoirs, des connaissances, des pratiques, et puis évidemment les jeux de plateau qui à la même époque se diffusent, qui vont proposer des systèmes de jeu beaucoup plus complexes que ce qu'on peut avoir simplement avec un Cluedo. Diplomatie est un jeu qui est très intéressant parce que il a aussi connu une occurrence par correspondance. C'est aussi un jeu auquel on jouait par correspondance. Donc avant l'existence d'Internet, on pouvait jouer en s'envoyant des lettres. Vous voyez, donc si vous voulez, ça va un petit peu répondre aussi en partie à la question qui a été posée précédemment. Finalement, ce n'est jamais que l'actualisation de pratiques qui existaient déjà à travers des nouveaux outils. Et
Mais c'est la même chose qu'on cherche à faire finalement, aujourd'hui dans les activités en réseau. Toujours dans le contexte français, au début des années 1990, en 1993, il y a ce livre qui interroge Qui a peur des jeux vidéo. C'est un duo, Alain et Frédéric Lediberder, qui est à l'origine du deuxième monde, qui n'a pas eu disons, une vie très très longue, ce deuxième monde, mais c'était une communauté virtuelle sur Internet, dans les débuts de l'Internet, qui préfigurait en quelque sorte les réseaux sociaux actuels. Et c'est finalement au cours des années 2000 qu'on observe un processus de légitimation culturelle du jeu vidéo qui produit des résultats tangibles. Alors des formations sont créées, le CNC engage une réflexion pour soutenir la production et la création vidéoludique. Donc le CNC, c'est le Centre national du cinéma et de l'image animée. Par ailleurs, des lieux consacrés au numérique vont être créés. C'est aussi dans les années 2000 qu'aux États-Unis, en Grande-Bretagne, les Game Studies se développent à l'université, et puis qu'en France, on commence à voir aussi également des universitaires qui s'emparent de cet objet. La présente décennie, on peut dire qu'elle s'achève sur un bilan assez contrasté. D'un côté, le jeu vidéo a acquis dans notre société une place considérable. Certains d'ailleurs insistent même à partir du concept de gamification sur l'idée qu'on a une sorte de diffusion hégémonique du principe ludique dans toutes les strates de la vie sociale, via le canal numérique. Autrement dit, c'est un peu, si vous voulez, pour faire simple, l'idée que toutes les interactions qu'on a finalement avec notre environnement numérique passent par une forme de ludicité. Image en bibliothèque, qui est un réseau qui anime la formation notamment des médiathécaires, propose aussi des formations là-dessus, et les médiathèques jouent un rôle très très important dans la formation aux jeux vidéo et l'éducation à l'image à travers le jeu vidéo. Je vais m'intéresser plutôt aux questions qui sont posées par les enjeux liés au sexisme et au racisme, et qui portent bien sûr sur la question des représentations dominantes dans le jeu vidéo, mais qui portent aussi sur, qui renvoient aussi à l'activité des publics. Pour commencer, ce que je voudrais rappeler, c'est qu'il y a une imbrication très ancienne entre les modalités de pratique et de diffusion des jeux et les activités des joueurs et des joueuses. C'est-à-dire d'un côté, par exemple, ce qu'on appelle les jeux de rôle massivement multijoueurs, le plus connu c'est peut-être World of Warcraft, historiquement, c'est-à-dire des jeux dans lesquels on va avoir des millions de joueurs qui se connectent et qui vont créer des groupes pour jouer ensemble dans un univers commun, qui vont s'incarner aussi dans des forums, des réseaux sociaux, des chaînes sur YouTube ou Twitch. Et vous avez énormément aujourd'hui d'activités sur ces plateformes-là qui vont favoriser la constitution au sein de la communauté vidéoludique, qui vont favoriser la constitution de réseaux de pratiques, d'apprentissage qui sont à la croisée des identités, qu'elles soient de genre, ethno-raciales ou autres, et des mobilisations militantes. En 2012, lorsque Anita Sarkissian, qui est une activiste et joueuse de jeux vidéo, décide de lancer un financement participatif pour une série de vidéos sur les stéréotypes sexistes dans le jeu vidéo. Elle va subir rapidement une campagne de harcèlement avec des menaces de mort, mais aussi la diffusion d'informations personnelles et une série de mèmes. Et assez rapidement, il y a, en réponse à ce harcèlement, eh bien, tout un tas de personnes au sein de la communauté vidéoludique, c'est pas vu de l'extérieur de la communauté vidéoludique, qui se sont au contraire mobilisées. Anita Sarkissian elle-même, féministe, activiste féministe et joueuse de jeux vidéo, fait partie de cette communauté. Et la réponse à ce harcèlement sexiste va venir de la communauté vidéoludique elle-même. Et donc, on va avoir bien sûr des confrontations à travers les réseaux, on va avoir des contre-campagnes, des campagnes de défense, etc. On se situe bien avant MeToo. Si je veux insister là-dessus, c'est parce qu'on a beaucoup parlé de MeToo, mais qui est en retard
par rapport à ce qui s'est joué auparavant entre 2012 et 2014 au sein de la communauté vidéoludique, ça a d'ailleurs un petit peu débordé à l'époque, et qui portait précisément sur tous ces enjeux. Et aujourd'hui, la communauté vidéoludique est une des communautés les plus avancées et les plus au fait des enjeux concernant le sexisme et le racisme, avec des procédures, des manières de faire, etc., qui sont très pensées et très sophistiquées par rapport à d'autres secteurs où ça n'est pas le cas. Donc vous voyez, si on s'y intéresse vraiment de près, on va s'apercevoir qu'en réalité, c'est un petit peu ce stéréotype du jeu vidéo comme étant un lieu de l'aliénation, on s'aperçoit qu'en réalité, c'est le creuset, y compris pour des minorités discriminées, c'est le creuset d'une nouvelle façon de se mobiliser, de construire des revendications et de les porter, bien sûr au sein du jeu vidéo, mais plus largement dans la société. Il y a eu aussi la parution d'un livre collectif, Genre et jeux vidéo, qui est une approche académique de la question, un livre dirigé par Fadi Lignon et qui est issu du colloque que j'avais co-organisé avec elle en 2012 déjà. Donc on va avoir des polémiques qui vont naître sur des questions de sexisme, comme ici par exemple lorsque le youtubeur nommé Chiraco, son pseudonyme, je ne sais pas pourquoi, décide à partir d'un jeu qui s'appelle Red Dead Redemption 2. Et donc dans ce jeu, on va croiser une suffragette qui revendique le droit de vote pour les femmes. Et une des pratiques de harcèlement caractéristiques, une des pratiques de mise en scène d'un acte sexiste caractéristique va constituer, comme pour les actes racistes, va consister à enregistrer un passage d'une partie de jeu vidéo dans laquelle on commet un acte sexiste ou raciste. Et ensuite à en faire un objet que l'on va diffuser, par exemple, comme ici, sur YouTube. Ce qui évidemment va agréger des commentaires, des gens qui vont se réjouir de ce spectacle-là, mais aussi des gens qui vont réagir de façon très défavorable et dire ce n'est pas admissible, etc., voire à pousser à la suppression de ce type de contenu. Donc, ça, c'est régulièrement que ça intervient. Alors lui, ce qu'il avait fait, c'est que dans le jeu, il s'était saisi du personnage de la suffragette qui revendiquait le droit de vote pour les femmes, et l'avait transporté et jeté à des cochons. Bien. Autre type de polémique, lorsque le studio français Quantic Dream produit un jeu avec la star d'Hollywood, Elliot Page, eh bien, donc, ils vont enregistrer, vous savez, avec cette technique qui nous permet aujourd'hui d'avoir des visages ultra réalistes, parce qu'on capture finalement le jeu des acteurs et des actrices pour le numériser et le reproduire dans le jeu vidéo. On peut avoir comme ça des personnages très réalistes. Donc Elliot Page prête son visage, et à l'époque, Elliot Page est identifié comme femme par le public, et c'était avant son coming out trans, et donc Elliot Page va être mis en scène dans le jeu, dans une séquence de nudité qui n'était pas prévue d'ailleurs dans son contrat, polémique, etc., etc. Je peux multiplier les exemples de ce type pour dire que finalement, le jeu vidéo n'est qu'un espace très ordinaire. C'est un espace où on va retrouver exactement le même genre de problématiques, de discussions, de conflictualité qui existent par ailleurs dans la société. Simplement, c'est l'espace privilégié aujourd'hui pour nombre de jeunes d'expression, de formation, de discussion et d'échange. Et contrairement à ce qu'on pense, c'est une pratique qui a aussi cette richesse-là. Bien entendu, on peut avoir une pratique, je dirais, réductrice du jeu vidéo, mais ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas le jeu vidéo en soi qui conduit à cela. Pour avoir été formé au cinéma et à la cinéphilie, je peux vous dire que l'aliénation des cinéphiles qui se tapent les week-ends entiers à regarder des films et sont complètement explosés et ne sortent plus de la salle de cinéma, c'est pas forcément mieux. Donc c'est pas une fatalité, c'est pas le jeu vidéo en lui-même ou les cultures vidéoludiques qui provoquent cela, il y a bien d'autres raisons. L'environnement familial, les origines sociales, les histoires personnelles, le fait qu'on subisse des exclusions dans sa vie qui font que, eh bien, on se replie sur quelque chose de reconstructeur et réconfortant en tout cas. Voilà, ça peut être tout un tas de raisons. De fait,
On observe des mouvements très spécifiques au sein du jeu vidéo, comme par exemple le mouvement du queer gaming, dans lequel on a des questions très politiques qui sont posées. La question des réappropriations des moyens de production dans une société, dans une société hypercapitaliste où les sociétés de production du jeu vidéo sont très, sont devenues des multinationales et produisent à partir de conditions souvent inacceptables, hein, parce que ça c'est tout le travail invisible du jeu vidéo. Où sont fabriquées les consoles, par qui, en Asie, par des femmes, dans des conditions, etc. Donc le queer gaming va dire bien, il faut se réapproprier les moyens de production, il faut garantir des conditions d'accessibilité, par exemple des personnes qui ont des handicaps visuels, qui n'entendent pas, qui ne voient pas, qui n'ont pas de mains, ou qui ont des mains handicapées. Donc il faut concevoir des interfaces qui puissent être utilisables. Donc on commence à avoir des réflexions sur des jeux vidéo pour aveugles, personnes non-voyantes, etc., etc. Ce qui inclut aussi les prix bas, la gratuité et la diversité des représentations et des récits. On commence à sortir, depuis le milieu des années 2010, c'est des débats qui commencent à sortir un petit peu et à entrer dans l'espace médiatique commun, et donc on commence à en saisir des bribes au-delà des personnes qui appartiennent à ces diverses communautés vidéoludiques. Et puis, il faut dire aussi qu'il y a des revendications nouvelles qui sont entendues et qui sont portées. Par exemple, depuis 2021, le Combit du jeu vidéo, la deuxième édition, c'était l'an dernier, qui est un forum des professionnels afro-créoles de l'industrie vidéoludique, qui vient rappeler, en 1987 et en 1988, eh bien, une femme, Martine Kayse, Muriel Travis, avait créé 2 jeux vidéo qu'elle avait coécrit avec Patrick Chamoiseau, donc fameux écrivain de la créolité, qui traitait notamment des questions de l'esclavage, etc. Et c'est quelque chose dans l'histoire du jeu vidéo français qui a été occulté. Et pourtant, c'était déjà là. Et vous voyez, cette idée aussi qu'il y a des choses nouvelles qui arrivent, est toujours à remettre en perspective par rapport plutôt à ce sont des choses qu'on n'entendait pas, qu'on ne voyait pas, et aujourd'hui il n'est plus possible de ne pas les voir et de ne pas les entendre. C'est ce qui fait que le Combit aujourd'hui existe, mais aussi que par exemple le collectif Afro Gameuse a pu se monter sur Twitch et donc proposer des débats, des rencontres autour de l'idée que des streameuses, donc des filles afro-descendantes, pouvaient mettre en scène et discuter de leur pratique du jeu vidéo en non-mixité, et que ça permettait de créer un espace et de rendre visible une pratique qui existait déjà, mais qui avait tendance à être occultée à travers cette figure du joueur de jeux vidéo, qui serait plutôt un garçon, plutôt blanc, etc., etc. Voilà. Donc, si vous voulez, à travers ce propos, je souhaitais esquisser, et vous voyez que c'est un champ extrêmement vaste et extrêmement riche, l'idée que, finalement, le jeu vidéo n'a rien de spécial, à part le fait qu'il est traversé par les mêmes enjeux qui se jouent ailleurs dans la société, et qu'aujourd'hui, c'est aussi là qu'il s'y passe les choses les plus intéressantes si on veut s'intéresser aux mobilisations et aux questionnements portés par les minorités, mais aussi la jeunesse. On évoque dans nos quartiers, dans la société en général, les éléments concernant une rupture numérique, une partie de la population qui n'a pas accès. Vu l'importance que vous donnez, que vous développez sur cet accès au jeu, qu'en serait-il de cette rupture? C'est une question importante, essentielle. On a tendance à faire aussi comme s'il allait de soi que tout le monde avait accès, évidemment, aux mêmes choses de la même manière, ce qui n'est pas vrai. Mais on a aussi tendance dans notre société à concevoir, par exemple, des discussions autour d'objets qui constituent une sorte de paradigme de la culture jeune, alors même que ce n'est pas forcément vrai. J'ai encore l'exemple relativement récent d'une formation que j'ai donnée à Laon, où j'avais fait mon lycée, avec des jeunes, et j'avais choisi les séries télévisées. Je m'étais dit, je vais prendre Game of Thrones. C'était en 2019, alors bon, personne ne connaissait, j'avais affaire à des jeunes 15-18 ans.
personne ne regardait ça. Et alors même que ça apparaît, on va dire, voilà, c'est ce que regardent les jeunes. Donc il y a effectivement des biais, à la fois de ce point de vue-là, et aussi par rapport à cette idée qu'on aurait accès de façon différenciée à la technologie. Bon. Cela dit, aujourd'hui, comme vous l'avez très bien rappelé, on va trouver des moyens de mettre en commun. On va aller jouer chez le copain ou la copine qui a le matériel. On va se prêter des choses, on va récupérer des... Il y a, si vous allez à Saint-Denis où j'habite, vous allez trouver des magasins qui vendent des vieilles consoles d'occasion et qu'on peut récupérer. Il y a des systèmes d'échange de ce type qui existent. Il y a des cybercafés où on peut aussi se connecter sur des réseaux, etc. Donc, on essaye de trouver, on bricole, et on essaye de trouver le moyen de quand même faire quelque chose. Ce n'est pas les mêmes conditions que quelqu'un qui a la PS5 chez soi et qui joue au dernier jeu, mais du coup on va aussi jouer à d'autres jeux, on va y jouer autrement, voilà. Ça ne veut pas dire qu'on n'y a pas accès du tout, ça veut dire qu'il y a des conditions inégalitaires de pratique et d'accès.